Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webconférence de l'UPV qui est consacré aujourd'hui à la cotation Banque de France et l'incidence ou l'impact de la crise sanitaire. Chaque année, donc, la Banque de France attribue une cotation à plus de 270 000 entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 euros. Alors, cette cotation, c'est un indicateur fondamental pour le bon suivi du financement et des risques crédits pour l'économie nationale. Mais cette année, plus particulièrement, cette cotation est stratégique et nécessite un dialogue particulier. Donc, il est impératif, dans ce contexte de crise sanitaire Covid, que l'exercice de cotation reflète au mieux les fondamentaux du tissu productif et intègre notamment tous les effets des dispositifs de support public qui ont été mis en place. Donc, la Banque de France a ainsi ajusté et décalé son activité de cotation des entreprises sur le second semestre 2020 de manière à donner du recul et d'y disposer des perspectives plus stabilisées sur la trajectoire des entreprises. Donc, au travers de cette webconférence de ce matin, l'UPV a souhaité sensibiliser les dirigeants et tous les acteurs de l'accompagnement sur l'importance du dialogue de la Banque de France. Nous accueillons aujourd'hui, et j'en remercie, Christian Fankhauser, directeur de la Banque de France. Il va notamment aborder les deux régimes de cotation et les enjeux, l'aménagement exceptionnel de la procédure de cotation en 2020 et le dispositif d'accompagnement des entreprises. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude sur le chat à droite de votre écran et je passe la parole à Christian Fankhauser et je vous souhaite à tous une très bonne webconférence. Merci Thierry pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, très content de retrouver certains et de vous rejoindre aujourd'hui pour vous parler de la cotation Banque de France. Donc, comme disait Thierry, vous avez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez surtout pas. Je pense que c'est aussi agréable pour vous que pour moi d'échanger. C'est l'intérêt. Je ne suis pas là pour vous faire une démonstration magistrale sur ce qu'est la Banque de France et la cotation Banque de France. Mais je pense que l'intérêt pour vous, surtout, c'est de savoir et de répondre à vos interrogations, vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Philippe Lemaire est avec nous aussi, il reçoit les questions. Et comme j'ai vu avec lui, qu'il n'hésite pas à m'interrompre, même pendant l'intervention. Ça rendra l'échange beaucoup plus vivant et beaucoup plus intéressant pour tout le monde. D'autant que quand on a une question à poser, on la garde sur le côté et on garde la question en tête et finalement, on se déconnecte un petit peu de ce que l'on entend par ailleurs. Donc, ce que je vous propose pendant cette heure d'échange, 3/4 d'heure, 1 heure d'échange, c'est de vous parler de ce qu'est la cotation Banque de France. Donc, si on regarde sur la première slide, je vous ai fait une petite synthèse. Alors, effectivement, je repars presque à l'envers de ce qu'est une présentation. Là, vous avez la synthèse de ce qu'est la cotation. Vous aurez accès à ce diaporama pour ceux que ça intéresse. Et on va dérouler tout ce qui est présenté dans cette slide. Donc, sur la slide suivante, je vous propose donc le programme, la cotation. Déjà, qu'est-ce que la cotation? C'est une évaluation de la qualité du crédit. On aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là. C'est un élément essentiel, fondamental. Et pour que vous puissiez bien vous approprier la cotation et surtout les enjeux de la cotation, il m'a semblé important que vous sachiez à qui elle est destinée. C'est vrai que c'est une question qui revient très fréquemment. Quels sont les destinataires? La finalité de la cotation, qui est bien entendu très liée aux destinataires. Comment nous cotons? Avec quoi? Au vu de quoi? Quels sont les éléments pris en compte, etc. Et on terminera, bien entendu, sur ce qui nous intéresse, la cotation en période de crise, donc dans la situation actuelle. Et j'attends également vos questions, si vous en avez, sur les mesures d'accompagnement. Je vous en dirai encore un mot. Nous avons eu l'occasion d'en parler un peu la semaine dernière, déjà lors du webinaire, mais je vous redirai un mot sur les mesures d'accompagnement Banque de France dans le cadre de cette crise qui, effectivement, nous impacte tous. Donc, première slide, qui
à qui est destinée cette cotation. Alors, historiquement, la cotation était destinée à l'ensemble des banques, à l'ensemble du monde bancaire, à l'ensemble des établissements de crédit. Et ça remonte très très loin puisque initialement la Banque de France était le refinanceur en dernier recours d'abord des entreprises puis des banques, et de ce fait la cotation était destinée à mesurer le risque de crédit que prenait la Banque de France quand elle acceptait du collatéral. On reviendra sur ces aspects-là, on va les détailler parce que c'est important. Si vous voulez, si je reviens sur ce qu'est la cotation et les modalités de la cotation, c'est pour que vous puissiez bien vous approprier vous aussi ce que l'on attend de vous lorsqu'on va vous rencontrer et pourquoi il est important que vous nous rencontriez pour nous faire part de ce qui se passe pour notre entreprise. Donc, dans un premier temps, historiquement, ce sont les banques. Dans un deuxième temps, et progressivement, on a élargi à d'autres financeurs. Donc, les assureurs crédits, je suis prêt à entendre vos questions là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Les assureurs caution, puis les plateformes de crowdfunding. Et enfin, de façon beaucoup plus large et depuis 2016, donc vous voyez que c'est relativement récent, les entreprises d'assurance, les mutuelles, des sociétés de gestion de portefeuille. Voilà. Donc, tout ça, c'est strictement défini par le Code monétaire et financier. Et vous avez compris au travers de ce qui accède à la cotation qu'il n'y a personne d'autre que ces différents, on va dire, destinataires, bénéficiaires finaux de la cotation. Sur la slide suivante, j'allais dire, on aurait presque même dû commencer par ça, c'est vous êtes le premier destinataire de la cotation, puisque vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que représentant légal de l'entreprise, eh bien entendu, il paraît normal dans une optique de transparence que vous puissiez bénéficier de l'information sur cette cotation. Systématiquement, lorsqu'il y a une cotation qui est attribuée, lorsqu'il y a une modification de cette cotation, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes informé de cette cotation et vous pouvez, bien entendu, obtenir toutes les informations qui vous intéressent, soit avant, soit après avoir eu cette cotation, pour que nous vous expliquions pourquoi on vous a coté comme ça, pourquoi vous avez eu cette cotation, et pour que vous puissiez nous apporter les informations complémentaires. Ça peut se faire à tout moment, il suffit de nous contacter, on aura l'occasion de revenir sur ce point également. Ensuite, sur la slide suivante, à quoi sert la cotation? Donc ça, c'est un peu la finalité de la cotation. On a quatre grands thèmes quant à l'utilité de cette cotation. Le premier thème, c'est la politique monétaire. La politique monétaire, et c'est en fait la vocation initiale de la cotation, puisqu'elle va être un appui, ça va être un peu la source, l'élément fondateur de la mise en œuvre de la politique monétaire. Ça veut dire quoi? Dans le cadre de la politique monétaire, la Banque de France va jouer vis-à-vis des banques exactement le même rôle que celui que votre banque va jouer vis-à-vis de vous, personne physique, personne morale. C'est-à-dire, lorsqu'une banque a besoin d'argent, lorsqu'elle va accorder un crédit, elle n'a pas nécessairement la totalité de la ressource en contrepartie. Elle peut l'avoir. Si elle ne l'a pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher cette ressource. Cette ressource, elle va la chercher d'abord sur le marché monétaire, sur le marché financier. Et si elle n'arrive pas à trouver toute la ressource dont elle a besoin, elle va s'adresser, in fine, au dernier prêteur, au prêteur en dernier ressort, c'est la Banque centrale. Vous comprenez bien que pour nous, prêter de l'argent à une banque, il est évident que l'on ne va pas lui prêter sans garantie. Donc, on exige une garantie. Et c'est la cotation qui va constituer, le support de la garantie. Le banquier, au même titre que vous, lorsque vous faites une opération d'escompte, alors je schématise, bien entendu, lorsque vous faites une opération d'escompte vis-à-vis de votre banquier, vous apportez à votre banquier une garantie qui est constituée par la lettre de change que vous avez reçue, et en contrepartie, le banquier vous prête cet argent. Eh bien, on va fonctionner schématiquement de la même façon. C'est-à-dire que les banques vont nous apporter en garantie des créances dont elles disposent, c'est-à-dire des crédits qu'elles ont accordés à des entreprises, exclusivement des entreprises. Et pour être sûr que nous soyons remboursés si la banque venait à faire défaillance,
au moment où elle va devoir nous rembourser, et bien entendu, il faut qu'on puisse se retourner vers le bénéficiaire du crédit en dernier ressort, c'est-à-dire vous. Si la banque ne peut pas nous rembourser, eh bien c'est vous, mais ça pour vous c'est totalement transparent bien entendu, mais c'est vous qui allez nous rembourser directement ce que vous deviez initialement à votre banquier. Donc, pour s'assurer de cette capacité de remboursement final, on va analyser la situation financière des entreprises et à partir de là, on va leur attribuer une cotation et en fonction de la cotation, on dira au banquier oui, non, nous acceptons ou nous n'acceptons pas cette créance comme sous-jacent, comme collatéral, comme garantie de l'argent qu'on va être amené à vous prêter. L'intérêt, c'est aussi pour le banquier de bénéficier du taux le plus faible, puisque par nature, c'est le taux du marché monétaire, le taux de la Banque centrale, le taux des interventions de la Banque centrale, qui est le plus faible du marché, puisque actuellement, on est à 0%, on prête à 0%. Et bien entendu, lorsqu'une banque peut, même si elle a de la ressource, cette ressource, elle a un coût. Là, en l'occurrence, quand elle s'adresse à la Banque de France, eh bien, cette ressource, elle est entre guillemets, aujourd'hui, c'est une ressource gratuite. Sinon, c'est de toute manière la ressource dont le coût est le plus faible. Et avec la cotation, elle sait quelle créance et quel niveau d'engagement elle va pouvoir obtenir de la part de la Banque de France. Il n'y a pas beaucoup d'établissements, enfin de pays qui pratiquent ce refinancement sur créances privées. L'essentiel du refinancement est assuré par des créances publiques. Mais il y a quelques banques centrales nationales au niveau européen, dans la zone euro, qui pratiquent le refinancement sur créances privées, donc qui acceptent en garantie des créances privées. C'est, bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie. Voilà, ça, ce sont des pays qui, effectivement, pratiquent comme nous, Banque de France. Le deuxième intérêt de cette cotation, c'était sur la slide précédente, c'est effectivement le contrôle prudentiel. Contrôle prudentiel, comme vous le savez, de la Banque de France est lié à l'autorité de contrôle prudentiel. L'autorité de contrôle prudentiel, c'est l'ancienne commission bancaire. C'est un peu l'auditeur des banques. Donc, dans ce cadre-là, lorsque l'auditeur va intervenir pour contrôler, pour vérifier une banque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder l'actif de cette banque, il va regarder ce que cette banque a prêté, puisque c'est sur le portefeuille de cette banque que se trouve le risque. Et à partir de là, en travaillant en fonction de la cotation des risques, donc des crédits qui ont été distribués, en regroupant ces crédits dans des tranches de cotation, ça permet bien entendu d'apprécier très rapidement et très simplement le risque qu'a pris le banquier lorsqu'il a accordé des crédits et ça permet de mesurer le risque du portefeuille de l'entreprise. D'autre part, les banques qui ont la possibilité d'utiliser la cotation Banque de France pour mesurer, pour calculer le montant des fonds propres dont elles vont avoir besoin pour couvrir les risques qu'elles ont engagés. Comme vous le savez, les banques sont tenues d'avoir des fonds propres. Lorsqu'elles vous accordent un crédit, en face, elles doivent avoir un fonds propre, des fonds propres. Très schématiquement, lorsqu'elle accorde 100 de crédit, une banque doit avoir 8% de fonds propres. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, on a modulé le niveau de ces fonds propres en fonction de la qualité du crédit. Avant que vous prêtiez à une entreprise de très très belle qualité ou que vous prêtiez à une entreprise qui est en situation difficile, eh ben, c'était toujours 8% de fonds propres. C'était un petit peu aberrant. Aujourd'hui, mieux l'entreprise est cotée, moins le banquier, bien entendu, a besoin de fonds propres en contrepartie. Donc, il aura besoin de moins de ressources à mobiliser pour accorder le crédit. Par exemple, pour une entreprise qui est cotée 3++, qui est la meilleure cotation Banque de France, le banquier n'aura besoin que de 20% des 8% de fonds propres, c'est-à-dire 1,6% de fonds propres, 1,6% du crédit qui est distribué. Vous voyez que ça n'a pas le même impact sur l'acte de crédit que peut faire le banquier. Ensuite, sur la slide suivante, vous avez les deux autres bénéficiaires et destinataires de la cotation. Donc, alors, Christian, voilà. Je te coupe parce qu'il y a une question, je ne sais pas si vous pouvez nommer. Est-ce que l'analyse de la Banque de France se fait sur le portefeuille détaillé de la banque ou sur une moyenne? Alors, ça se fait sur l'analyse. Quand on fait une analyse au niveau de la CPR, on commence par une moyenne.
l'ACPR, c'est pas la Banque de France, hein, c'est l'autorité de contrôle prudentiel, cette commission bancaire cet auditeur qui va d'abord mesurer sur une situation moyenne, c'est-à-dire qu'on va repartir d'un pourcentage, tout simplement, d'ensemble de crédits côté 3++, 3+, 3, etc. Et ensuite, s'il y a un déséquilibre dans le portefeuille du client, l'autorité de contrôle prudentiel va rentrer plus spécifiquement, de toute manière, elle rentrera plus spécifiquement en fonction des crédits pour mesurer les autres risques qui peuvent être associés, à savoir des risques des risques liés à un défaut de partage du risque, à une concentration trop forte sur certains secteurs d'activité. Par exemple, si un banquier a un poids relatif de cote 6 de crédit distribué à des entreprises cotées 6, eh bien entendu, l'autorité de contrôle prudentiel va rentrer plus finement dans ces crédits pour mesurer l'impact de ce déséquilibre de portefeuille. Mais même si, effectivement, le banquier a attribué uniquement des crédits à des... C'est le cas extrême, mais qui n'arrive jamais, bien entendu. Mais si le banquier a attribué des crédits uniquement à des entreprises très bien cotées, il y a d'autres critères qui doivent être appréhendés. C'est par exemple le partage du risque. On ne peut pas attribuer plus de X% de crédit à une même entreprise. Il ne faut pas qu'un crédit attribué à une entreprise représente plus d'un certain niveau de fonds propres du banquier, etc. Il ne faut pas qu'il y ait donc une concentration de risque. C'est exactement comme pour vous lorsque vous avez vos clients. Et bien, à partir de là, lorsque vous avez un client qui constitue en quelque sorte qui a un poids relatif trop important dans votre portefeuille, bien entendu, il y a, même si c'est un très bon client, ça constitue une source de risque pour vous, puisque si ce client disparaît, si ce client, pour un motif X ou Y, décide de ne plus travailler avec vous, vous vous mettez en situation de risque. C'est exactement la même chose pour l'appréciation du risque à l'actif d'une banque. Donc, il y a d'abord une appréciation globale, avec des pourcentages, etc., effectivement, et après, il y a une analyse beaucoup plus fine qui est faite crédit par crédit. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à la reposer différemment et pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, je reviens sur les banques. Effectivement, pour les banques, la cotation, elle peut être utilisée, donc on vient de le voir, pour la politique monétaire. Alors, comment elles peuvent utiliser la cotation pour la politique monétaire? De trois façons différentes. Tout d'abord, les banques, elles ont la possibilité d'intégrer cette cotation dans leur propre système de notation interne. Lorsqu'une banque, elle attribue un crédit, lorsqu'elle rentre en relation avec un particulier, avec une entreprise, vous vous doutez bien qu'elle va faire sa propre analyse du risque. Et dans cette analyse du risque, va aboutir à une note, appelez ça une notation, une cotation, c'est selon. Et c'est cette analyse du risque qui peut, dans un certain nombre de cas, c'est un choix de la banque, pas de la Banque de France, c'est un choix de la banque commerciale, la banque privée, d'intégrer ou pas la cotation Banque de France, qui peut prendre une part plus ou moins importante dans la note finale. Dans le deuxième cas, il y a des banques, il en reste très très peu aujourd'hui, mais il y a encore des banques, des petites banques, d'anciennes petites banques, sans que ce soit péjoratif, le terme de petite, qui n'ont pas de propre système d'information propre du risque de crédit. Et dans ce cas-là, elles utilisent exclusivement la cotation Banque de France pour déterminer le niveau de risque qu'elles peuvent prendre. Et le troisième cas, c'est utiliser le risque, la cotation Banque de France, comme un benchmark, comme une référence par rapport à leur propre mesure du risque. C'est-à-dire qu'elles attribuent une cotation à une entreprise avec exclusivement leur propre système dans lequel la cotation Banque de France n'est pas intégrée, mais ils mettent ça en comparaison entre leur propre système et la cotation et ils voient s'il y a des écarts ou pas. C'est ensuite pour le banquier un outil d'aide à la décision, bien entendu, et comme je vous l'ai dit, ça lui permet derrière de se refinancer au meilleur coût. Et c'est enfin un outil, un instrument d'évaluation de leur risque de contrepartie. Enfin, pour vous, entreprise, c'est un outil de dialogue, c'est un outil essentiel de dialogue. Alors pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est un regard extérieur à l'entreprise. Nous ne sommes pas partie prenante, la Banque de France n'est pas partie prenante, donc objectivité totale. Il n'y a pas de risque de conflit d'intérêt. Donc c'est vraiment un regard extérieur venant d'une institution indépendante.
considérez aussi que la cotation, c'est une référence, c'est aujourd'hui considéré comme une référence dans la relation que vous pouvez avoir entre vous-même, vous, chef d'entreprise, et les établissements de crédit. Et enfin, c'est un indicateur intéressant parce que ça va vous permettre pour vous de mesurer et d'identifier les facteurs qui vont pouvoir avoir un impact sur l'analyse qui peut être faite par votre banquier. Vous vous doutez bien que la cotation Banque de France n'est pas sensiblement différente en général de l'analyse du risque que va faire votre banquier. Avec cette cotation Banque de France, vous venez nous voir, vous nous posez la question, on vous explique et vous savez quels peuvent être les éléments qui vont influencer la décision de votre banquier. Voilà, donc ça va vous permettre de faciliter votre dialogue, le dialogue avec bien entendu votre banquier. C'est une référence unique, commune, elle est reconnue de tous et en plus elle est gratuite. Sur la slide suivante, on rentre plus dans le détail de la cotation. Alors aujourd'hui, la cotation, on va distinguer deux cas. C'est ce que disait Thierry Balazuc tout à l'heure. Il y a deux niveaux de cotation. Un premier niveau de cotation, on va dire le cas qui nous intéresse aujourd'hui principalement, c'est ce qu'on appelle la cotation à dire d'expert. Cotation à dire d'expert concerne les entreprises les plus importantes. C'est le critère entre la cotation à dire d'expert et l'autre cotation, que je vous expliquerai après, c'est le niveau d'activité. Toutes les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, alors ça peut vous paraître étonnant, effectivement, 750 000 €, oserais-je vous dire que c'est quelque chose qui date de 20 ans, c'est qu'à l'époque, on suivait les entreprises de 5 millions de francs et on a converti des francs en euros et 5 millions de francs, ce sont 750 000 €. Donc, on a gardé cette limite. On aurait pu mettre 1 million, on aurait pu mettre 500 000 €. Bon, c'est comme ça. Donc, on suit spécifiquement avec les documents financiers, avec une analyse complète des documents financiers, toutes les entreprises qui font plus de 750 000 € et qui ont leur siège social en France. Et avec cette analyse, vous allez avoir la possibilité d'être coté sur l'ensemble de l'échelle de cotation. On reviendra dessus après. Ensuite, au deuxième niveau, ce sont les entreprises qui font moins de 750 000 € de chiffre d'affaires. Là aussi, il y a une cotation qui est aussi une cotation composée d'un élément de chiffre d'affaires ou de défaut d'information de chiffre d'affaires et d'une cote de crédit. À ce moment-là, la source, ce ne sont pas les documents financiers, mais ce sont les greffes des tribunaux de commerce, qui vont nous apporter un certain nombre d'informations sur les mesures, décisions judiciaires qui sont prises à l'encontre de l'entreprise, les procédures collectives en l'occurrence, qui, sur des événements marquants de la vie de l'entreprise, par exemple la perte de la moitié des fonds propres, ça, ce sont des éléments qui vont alimenter notre analyse et notre cotation. Et le deuxième élément important, c'est la centrale d'incidents de paiement et faits. Comme vous le savez, la Banque de France centralise pour le compte du monde bancaire les incidents de paiement et faits, c'est-à-dire lorsque vous ne payez pas pour quelque motif que ce soit un effet qui se présente sur votre compte, il y a une déclaration par le banquier à la Banque de France. Deux catégories d'incidents de paiement et faits. La première catégorie, c'est vous ne payez pas parce que sur votre compte, vous n'avez pas l'argent, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous êtes en difficulté de trésorerie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une incapacité de payer. Vous vous doutez bien que c'est l'élément essentiel pour nous d'appréciation du risque de trésorerie de l'entreprise. Ou bien vous ne payez pas, vous décidez de ne pas payer, vous donnez l'ordre à votre banquier de ne pas payer les faits, alors pour un motif tel que, par exemple, une date d'échéance contestée, un montant contesté, votre fournisseur vous avez promis 5% d'escompte, il ne l'a pas fait ressortir sur les faits, à ce moment-là, vous contestez le montant. Donc, à partir du moment où vous contestez l'effet de commerce, là, vous avez la possibilité, effectivement, aussi de demander à votre banquier de ne pas le payer. Et là, pour nous, c'est une contestation de créance. Il va de soi, bien entendu, que dans ce cas-là, on ne prend pas ça, on ne considère pas ça comme une difficulté de trésorerie de l'entreprise. Et donc, j'allais dire, par convention, quelque part, à partir du moment où il n'y a aucune information défavorable, donc il n'y a pas d'incident de paiement effet, il n'y a pas de procédure judiciaire, il n'y a pas de perte de la moitié des fonds propres, et bien à ce moment-là, c'est la cote
la cote 0 qui vous est attribuée, qui est une cote, j'allais dire, la plus neutre possible, celle pour laquelle il n'y a pas de risque détecté à notre niveau sur l'entreprise. Donc, c'est un peu plus de 7 millions d'entreprises aujourd'hui qui font l'objet d'une cotation. Donc, ensuite, si on regarde sur la slide suivante l'échelle de cotation, alors, cette cotation, c'est à la fois une appréciation qui est portée, sur la capacité de l'entreprise. Ça, c'est un peu la définition que nous reprenons. C'est la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements, donc à être en mesure de rembourser les crédits qu'elle a souscrits à un horizon financier de 1 à 3 ans. Alors, ça peut paraître effectivement très ambitieux, mais ça fait 200 ans que l'on fait de l'analyse d'entreprise, donc on a acquis quand même une expérience, une expertise. Les analystes financiers de la banque ont acquis une expertise. Bien entendu, on a toujours un risque de ne pas avoir la bonne cotation, ou en tout cas de ne pas avoir mesuré le risque de l'entreprise. Mais à partir d'un certain nombre d'éléments historiques, on sait comment peut évoluer, quel risque l'entreprise, dans quel risque elle se situe. Et cette échelle de cotation, qui est aujourd'hui une échelle à 12 positions, de 0 à P. 0, comme je vous ai dit à l'instant, c'est un niveau complètement neutre. 3++, c'est la meilleure cotation. Et au fur et à mesure que l'on monte dans les chiffres, on va jusqu'à la cote 6, ce sont ce qu'on appelle des cotes dites de crédit. Et 7, 8, 9, ce sont des cotes dites plutôt de paiement, celles qui sont liées aux difficultés que peuvent rencontrer des entreprises du fait de difficultés de trésorerie. Donc ça, ce sont des cotes qui sont attribuées en fonction de la centrale d'incident paiement effet, des difficultés de paiement effet. Et P, c'est pour procédure. Alors, on peut se poser la question, quelle est la différence entre cotation et notation, la notation par les agences de notation? En fait, c'est un même objet. À la base, l'objet est identique, c'est évaluer le risque que l'emprunteur puisse être défaillant au moment de devoir rembourser son crédit. Mais ce qui va distinguer cotation et notation, c'est que la cotation FIBEN, c'est FIBEN, fichier bancaire des entreprises, c'est une activité de banque centrale, alors que la notation est une activité commerciale et privée en quelque sorte. La notation ne concerne que les produits structurés. Produits structurés, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise met en place un crédit, met en place un financement, c'est ce crédit, c'est ce financement dont le risque est mesuré par l'agence de notation. Alors que nous cotons toutes les entreprises résidentes. Vous voyez qu'il y a là aussi une petite distinction. En général, la notation est déclenchée par l'emprunteur. C'est l'emprunteur qui prend la décision de demander une notation, alors que la cotation, c'est à l'initiative de la Banque de France. La notation, ça concerne les entreprises cotées sur un marché, alors que nous, ce sont toutes les entreprises au niveau de la cotation. La notation, c'est l'émetteur, l'emprunteur en quelque sorte, qui va rétribuer l'agence de notation, alors que nous, ce sont les banques. Il n'y a donc pas de conflit d'intérêt. Ça aussi, c'est important. Enfin, la cotation n'est pas rendue publique. Vous avez vu au début de cette présentation que nous nous arrêtions uniquement sur le monde financier, le monde bancaire. C'est uniquement la communauté bancaire. Il n'y a donc pas de risque d'impact d'évolution sur le cours de marché pour les entreprises qui font l'objet d'une cotation sur un marché. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette différence cotation-notation. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail de la cotation. Donc, sur la slide suivante, vous avez la définition des 12 échelons, enfin des 11, puisqu'on met de côté la cote 0, et c'est la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers. Donc, sachez, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement, qu'à partir de 2022, nous ne serons plus sur une échelle de 12 à 12 positions, mais sur une échelle à 21 positions. On est en train de modifier, il y aura une nouvelle échelle de cotation qui sera beaucoup plus fine, mais qui reprendra, bien entendu, toujours exactement les mêmes principes que ceux qui existent aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion. Sur la slide suivante, comment lire une cotation? Eh bien, vous avez une cote d'activité, la lettre de G, par exemple, là, en l'occurrence, c'est en fait une fourchette de chiffre d'affaires. Ça va de A à H
A, c'est pour les entreprises qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. À H, pour les entreprises qui font entre 1,5 million, entre 750 000 euros et 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Après, vous avez les lettres M, N, etc., qui sont uniquement attribuées à partir du chiffre d'affaires sans qu'il y ait d'analyse financière. Donc ça, on va dire que ce n'est pas très important à notre niveau. Et la cote de crédit, on vient d'en parler, les 12 positions, c'est cette fameuse cote de crédit qui entraîne, qui vous donne la qualité du crédit de votre entreprise. Sur la slide suivante, intéressante, voilà. Comment se répartissent les cotations? Vous avez là, pour le département du Var, le nombre d'entreprises au 31 octobre. Alors, on cote dans le département du Var environ 4400, 4500 entreprises. Là, vous en avez un peu moins parce que j'ai retenu toutes les entreprises qui ont été cotées entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre. Donc, il nous reste encore quelques entreprises à coter. Donc, vous voyez que si on prend les entreprises, et là, je commence à rentrer déjà un peu dans le détail de ce qu'est le lien cotation politique monétaire. Aujourd'hui, nous acceptons, enfin aujourd'hui, avant le Covid, on va dire, nous acceptions en refinancement les crédits qui avaient été distribués à des entreprises dont la cotation était comprise entre 3++ et 4. Donc, on va dire que ça, c'est un peu binaire, on va dire. 3++ à 4, c'est accepté au refinancement. Donc, le banquier peut se refinancer au meilleur taux. Il peut bénéficier du taux 0 aujourd'hui pour se refinancer. Et 5+ jusqu'à P, nous, avant le Covid, j'insiste bien, nous n'acceptions pas ces crédits dans les garanties de refinancement. Donc, c'est intéressant aussi de voir que des entreprises cotées 3++, il y en a, d'une part, donc avec la meilleure cotation, il n'y en a pas énormément, 173, c'est moins de 5%, mais il y en a. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a près de 60%, presque 2 entreprises sur 3, qui aujourd'hui sont admises au refinancement de la Banque de France. Je reviendrai après sur la cote 5+, qui est une cote très particulière aujourd'hui, puisque, à titre exceptionnel, dans le cadre de la crise Covid, la Banque de France, sous l'autorité de la Banque centrale européenne, accepte dans le refinancement les crédits des entreprises cotées 5+. Donc, c'est important aussi pour vous, si vous étiez amené à avoir une cote de crédit 5+, sachez que le banquier peut se refinancer à taux 0 sur cette cotation aussi aujourd'hui. C'est temporaire, ça ne va pas durer, bien entendu, mais c'est le cas aujourd'hui. Alors, comment cote-t-on sur la slide suivante? On va aller chercher des informations à différentes sources. On va chercher des informations à différentes sources, tout d'abord auprès de l'entreprise, bien entendu, avec les documents comptables. On va rentrer un peu dans le détail rapidement, mais on va essayer de rentrer un peu dans le détail de tout ça, auprès de l'entreprise. Tout ce qui concerne l'entreprise sur des données qualitatives, sur le dirigeant, etc. Les tribunaux de commerce, on en a un peu parlé, les événements judiciaires, les informations sur les dirigeants, les informations quand on les a sur les associés, les événements marquants, notamment un événement qui est important, c'est effectivement la perte de la moitié des fonds propres. Et les banquiers à 2 niveaux, c'est deux sources d'informations essentielles dont nous disposons, que l'on réalise pour le compte des banques. Ce sont d'une part les incidents de paiement et effet, on vient d'en parler, c'est une centralisation des incidents de paiement et effet, et il y a une deuxième centralisation des encours de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les crédits qui sont distribués par une banque à une entreprise, dans un fichier positif, dans une centralisation positive, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un crédit distribué, les banques vont alimenter ce fichier dont la gestion est assurée par la Banque de France, mais l'information qui est également utilisée par la Banque de France pour
déterminer la cotation qui est pris en considération dans l'analyse que l'on va conduire sur l'entreprise et qui est également destiné, centrale et centralisation, qui est également destinée à l'ensemble du monde bancaire qui a connaissance de ce fait de l'ensemble des crédits à partir du moment, bien entendu, où les banquiers les ont enregistrés. Ils ont une obligation déontologique réglementaire par le Code monétaire et financier, à partir du moment où ils les ont enregistrés dans cette centrale, avec une décomposition entre les crédits mobilisés, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés, les crédits mobilisables, c'est-à-dire ceux qu'ils pourraient potentiellement, que vous, entreprise, pourriez potentiellement utiliser, c'est-à-dire que votre banquier vous a dit « OK, vous pouvez emprunter 100 ». À un instant T, vous n'avez besoin que de 50, vous n'avez besoin que de 60, vous tirez 60 sur la ligne dont vous disposez, il y a 40 qui ne sont pas utilisés, mais ces 40 sont malgré tout déclarés à cette centrale dite de risque. Et comme ça, on a une vision globale de l'ensemble des crédits qui sont distribués à une entreprise par l'ensemble des banques, puisqu'il y a bien entendu synthèse de l'ensemble des crédits de l'ensemble des banques à un même numéro sirène. Et il y a une ligne spécifique, ce sont toutes les garanties, les cautions que le banquier peut également accorder à une entreprise. Donc ça aussi, c'est recensé dans le cadre de cette centrale. Donc tout ça, ça aboutit à la cotation Banque de France. On analyse, un analyste financier un expert financier de la Banque de France va analyser l'ensemble de ces informations, va en faire une synthèse. Cette synthèse, ce sera la cotation Banque de France. Vous allez être informé, vous, chef d'entreprise, de cette cotation. Les banquiers vont être informés de cette cotation et la boucle va être bouclée. Alors, sur la slide suivante, trois étapes qui reprennent un peu ce que je viens de vous dire. Tout d'abord, une analyse à dire d'expert avec cette approche qualitative. On va détailler après ce que ça veut dire. Avec une exploitation des documents financiers de l'entreprise, des documents financiers bien entendu les plus récents, puisque les documents comptables et financiers sont valables pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que, très schématiquement, lorsque nous avons des documents financiers de décembre 2018, eh bien, à l'été 2020, à la fin d'été 2020, à l'automne 2020, ces documents ne sont plus valables et la cotation tombe, puisque ça ne veut plus rien dire 18 mois après la fin d'un exercice comptable, la cotation n'a plus de réelle valeur sur les seuls éléments financiers. Et en complément, des informations issues du monde bancaire et notamment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la centrale d'incidents de paiement est faite et la centrale des risques, donc des crédits recensés. Donc, slide suivante, vous avez les éléments pris en compte sur les documents financiers. Les éléments pris en compte sur les documents financiers, on a aujourd'hui une analyse financière qui va s'intéresser, on va dire principalement, pas exclusivement, mais quand même, on va mettre l'accent sur la liquidité. Alors, pour revenir très schématiquement sur les différents éléments, l'activité capacité bénéficiaire, c'est comment évolue cette activité et comment, avec cette activité, vous arrivez à dégager des marges, à dégager de la rentabilité, à dégager des ressources et, in fine, comment vous arrivez à générer de la trésorerie potentielle au travers du cash flow, de la CAF. Ensuite, cette CAF, elle va vous servir à rembourser vos crédits. C'est ce qu'on appelle la solvabilité. C'est la capacité de l'entreprise. Là, on est sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers. Une entreprise, c'est comme un ménage, c'est comme il y a des actifs, vos immobilisations, les stocks et ce que l'on vous doit. Et en face, vous avez des ressources pour financer tout ça. Vous avez des ressources propres, ce sont vos fonds propres. Vous avez des ressources externes, des ressources financières externes, on va dire l'endettement bancaire, l'endettement financier. Et vous avez ce que vous devez, donc le bas de bilan que vous devez à vos fournisseurs, à l'État, etc., à vos salariés, etc. Et on va mesurer les équilibres financiers. Je ne rentre pas, bien entendu, dans le détail d'une analyse financière, mais il y a quand même des grandes règles. Les fonds propres et les ressources stables doivent couvrir les actifs durables.
c'est-à-dire les immobilisations, une partie des stocks, parce que par nature, une partie des stocks peut être risquée. Bon, voilà, tout ça, ce sont des éléments que l'on va prendre en considération. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte l'autonomie financière, qui est mesurée aussi à l'aune du poids de l'endettement par rapport aux fonds propres. Est-ce que l'entreprise, in fine, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que l'actionnaire de l'entreprise prend ou pas plus de risques que le banquier? S'il y a plus d'endettement bancaire, ça veut dire que le banquier prend plus de risques que l'actionnaire. Et enfin, au final, la liquidité. Alors, pourquoi cette prise en compte accrue de la liquidité? C'est quelque chose qu'on étudiait depuis très, très longtemps. Pour ceux qui ont connu la centrale de bilan de la Banque de France, c'était la Banque de France dans les années 60-70 qui avait mis en place cette analyse de la liquidité, qui était quelque chose qui était un petit peu original à l'époque. Et là, maintenant, tout le monde ne parle que de la liquidité. Tout simplement, pourquoi la liquidité? Parce que l'idée, c'est de répondre à un enjeu qui est notamment croissant en période de crise, de s'assurer que les entreprises gèrent bien leur trésorerie. C'est un enjeu de gestion de trésorerie, d'un côté par l'entreprise, et de l'autre côté pour le banquier, qui aura la certitude d'être remboursé de ses créances. Et surtout, quand on analyse les défaillances passées, on construit l'avenir aussi sur le passé. Quand on analyse ce qui s'est passé antérieurement, eh bien, on voit bien que les défaillances d'entreprise sont très fréquemment induites par un problème de trésorerie, un manque de liquidité ou un déficit de flexibilité financière. Donc voilà, ça, ce sont les éléments, on va dire, un peu dans une analyse, oserais-je dire, binaire. On va mettre l'entreprise en comparaison avec son secteur. Les ratios, c'est une analyse de ratios, c'est une analyse en évolution, c'est une analyse dans le temps et c'est une analyse en comparaison avec son secteur d'activité. Et en fonction du secteur d'activité, bien entendu, les ratios ne vont pas être les mêmes pour les rattacher à une cotation. Et c'est là où la notion d'expert entre en ligne de compte. Vous vous doutez bien que le niveau d'endettement qui est tolérable pour une entreprise qui fait de la location, donc qui est obligée d'acquérir des biens qui vont être mis en location, n'est pas le même pour considérer que l'entreprise est saine que celui d'une entreprise industrielle ou commerciale classique. On a des niveaux d'acceptabilité d'endettement qui sont bien entendu beaucoup plus forts par rapport aux fonds propres dans le cas d'une entreprise de location ou d'une entreprise commerciale, industrielle ou de services classiques. Les deuxièmes éléments pris en compte dans la cotation, vous avez ça sur la slide suivante, ce sont les informations sur l'entreprise. Alors, les informations détaillées sur l'entreprise, c'est son secteur d'activité, on vient d'en parler, mais c'est un élément qui entre en ligne de compte, bien entendu, dans la cotation. Ce sont les liens que l'entreprise peut avoir avec d'autres entreprises, liens financiers, dans le cadre d'un groupe, qu'il soit formel ou informel d'ailleurs. Nous, on essaye d'avoir les informations les plus globales sur l'environnement de l'entreprise. Ce sont des liens économiques que l'entreprise pourrait avoir avec d'autres entreprises. Vous vous doutez bien que lorsqu'une entreprise a un poste client qui est composé à 50% d'un seul client et ce client dont on sait que la situation financière de ce client est tendue, il va de soi qu'on est face à, lorsqu'on va analyser cette entreprise, à un élément de risque majeur pour l'entreprise étudiée. Donc, on a parlé, je vous ai parlé des événements judiciaires, des événements marquants avec la perte de la moitié du capital social. Et enfin, les encours, on en a parlé également, les encours de crédit mobilisables et les effets de commerce déclarés sur l'entreprise, les incidents de paiement qui auraient pu être déclarés par les banquiers sur l'entreprise. En complément, sur la slide suivante, il y a un certain nombre d'éléments et c'est là où toute la notion on va dire, d'expertise et à dire d'expert, on n'est pas dans une démarche informatique avec une cote qui est purement normative, vous rentrez ou pas dans la case, votre ratio il rentre ou pas dans la case et on vous attribue la cotation qui correspond au niveau de votre ratio par rapport à un secteur d'activité. Bien entendu, c'est toute la force de la cotation Banque de France, c'est qu'il y a une dimension qualitative pour laquelle on récupère les informations
au travers d'un contact que l'on va avoir avec le chef d'entreprise, contact direct par téléphone ou contact direct même en face à face. Aujourd'hui, c'est environ 35 à 40 000 entretiens que nous avons chaque année avec les chefs d'entreprise. Vous voyez environ 40 000 entretiens sur 250 à 270 000 entreprises suivies. C'est environ 20% des entreprises qui peuvent avoir un entretien avec la Banque de France. Alors, cet entretien, il est initié soit par nous, Banque de France, parce qu'on a un doute important sur l'analyse des comptes, on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, et quand on ne comprend pas, ben, on va essayer de comprendre, puisque c'est une analyse à dire d'experts, ou c'est vous qui souhaitez avoir un contact avec la Banque de France. Donc, quels sont les éléments qualitatifs qui peuvent influencer la cotation? Influence favorable ou défavorable, hein, attention, j'insiste bien, ce n'est pas parce qu'on parle de qualitatif que ça va influencer à la hausse la cotation. Non, c'est favorable ou défavorable. Ben, c'est déjà l'évolution du marché sur lequel l'entreprise va évoluer, c'est le positionnement de l'entreprise sur ce marché, est-ce que c'est un leader ou plutôt au contraire un suiveur, la solidité de l'actionnariat, la stratégie de l'équipe dirigeante, ça aussi, c'est lorsqu'on a un contact avec l'entreprise, si c'est une stratégie qui est strictement définie, a fortiori quand on a des contacts réguliers avec le chef d'entreprise, on voit bien si la stratégie change régulièrement ou pas. Ce sont les perspectives, ça c'est vous qui allez nous les apporter, et jouer la transparence, parce que de toute manière, si le chef d'entreprise, je peux vous assurer que si le chef d'entreprise embellit le tableau à un instant T et qu'on le rencontre l'année suivante et que le tableau est très loin de ce qu'il avait envisagé, a fortiori quand on l'a rencontré à la fin de l'exercice comptable et qu'on se rend compte que les documents financiers ne correspondent pas à ce qui nous avait été annoncé, on nous le fait une fois, on ne nous le fait pas deux fois, donc il vaut mieux être transparent, ça ne sert à rien de raconter quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Et donc, pour nous, la transparence de la communication, c'est aussi un élément essentiel dans cette approche qualitative. Donc là, voilà, vous avez une vision globale, synthétique, rapide, hein, j'essaie d'être le plus rapide possible, sur les éléments pris en compte dans la cotation. Alors, ça peut peut-être vous paraître peut-être un peu long, mais je crois que c'était important que vous sachiez exactement ce qu'était la cotation pour qu'on puisse rentrer maintenant dans l'aspect Covid, crise actuelle. Et ça, c'est la slide suivante qui va nous sur laquelle on va s'arrêter un peu plus. Et c'est celle, je pense, qui va peut-être susciter davantage de questions. Donc, crise Covid arrive, et cette année, nous, Banque de France, on décide d'adapter notre process de cotation pour qu'il reflète le mieux possible tous les fondamentaux du tissu productif et tout en intégrant, bien entendu, l'effet des mesures de soutien qui ont été proposées par l'État et qui auraient été utilisées par les entreprises. Ça s'est traduit par quoi? Un certain nombre de mesures conservatoires qui ont été prises dès le mois d'avril pour s'assurer que le diagnostic qu'on allait faire sur l'entreprise, sur la situation financière, sur la fiabilité de sa cotation, soit le meilleur possible au cours de l'année 2020. Donc, dans ce cadre-là, on a décidé de décaler la cotation des entreprises, la campagne de cotation des entreprises sur le deuxième semestre 2020. Donc, vous avez pu voir que, c'est ce que disait Thierry Balazuc au départ, vous avez pu voir que pendant toute la première partie de l'année, vous n'avez pas été informé sur votre cotation. On a attendu la deuxième partie d'année pour avoir des informations beaucoup plus fiables, savoir quelles étaient les mesures qui avaient été prises par les entreprises face à la crise du Covid pour essayer, bien entendu, on n'aura jamais la certitude, on n'a pas cette prétention, pour essayer d'avoir une cotation qui soit la plus fiable possible pour l'entreprise. Donc ça, c'est une première mesure conservatoire. On a pris une deuxième mesure conservatoire, c'est les incidents de paiement effet n'ont pas été pris en considération sur la période 15 mars jusqu'à fin août. C'est-à-dire que quand bien même vous auriez eu des tensions de trésorerie avec des incidents de paiement effet, incapacité de payer, pas contestation de créance, hein, mais incapacité de payer, dans un cas normal, on aurait été amené à vous attribuer une cote 7, 8 ou 9, selon l'importance des difficultés de trésorerie que vous rencontrez. Par contre, là,
on a mis ça en sommeil et on a repris la cotation dite impayée uniquement à partir de l'automne. Donc, ça, c'est la première adaptation. La deuxième adaptation, c'est qu'on a adressé à tous les chefs d'entreprise pour lesquels on avait l'adresse mail, on leur a adressé un questionnaire, on vous a adressé un questionnaire, vous êtes censé avoir reçu un questionnaire. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est parce que nous n'avions pas de votre adresse mail ou parce qu'on a fait une erreur. Ça, c'est pas impossible aussi, mais en principe, on a essayé d'adresser un questionnaire. Donc là, il était intéressant ici pour vous de nous répondre, de nous apporter les éléments d'information qui montraient quelles étaient les mesures que vous aviez mises en place, quelles sont celles que vous aviez utilisées, qui avaient été mises en place par les pouvoirs publics, etc., pour avoir que nous ayons sur cet exercice 2020 qui, bien entendu, influence la cotation. On ne peut pas dire que ça n'influencera pas la cotation, sauf quelques cas extrêmes, mais pour l'essentiel, tout le monde est impacté cette année, pour être sûr que l'on ne va pas attribuer une cotation qui soit une cotation qui ne soit pas en phase et en lien avec les fondamentaux de l'entreprise, compte tenu notamment des mesures que les entreprises ont mises en place. Donc, on a effectivement… Christian, pour te couper un peu, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour toi, il y a pas mal de questions que j'essaierai de regrouper après. Il y a quand même une question qui est sous-jacente, qui est de dire pourquoi ne pas avoir différé la reprise de la cotation jusqu'à la fin de l'année et de l'avoir repris dès l'automne, compte tenu de la situation actuelle. On aurait pu aller encore de 2-3 mois. Voilà. Après, je reviendrai sur les autres questions plus… D'accord. Tu peux passer à la slide suivante. Il y avait la réponse dans la slide suivante. Alors, en fait, voilà. En fait, il y a la réponse. J'allais amener la réponse, mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est tous posée, nous y compris à la Banque de France. En fait, on a repris la cotation pour plusieurs raisons. Alors, la principale, c'est que aujourd'hui, les entreprises ont une visibilité, ou en tout cas, il y a une lisibilité de la situation des entreprises qui est bien meilleure qu'au début de la crise. Aujourd'hui, la cotation, elle prend en considération les fondamentaux de l'entreprise. Bien entendu, il y a des éléments qui peuvent manquer, mais la cotation nous donne une vision beaucoup plus précise et beaucoup plus exacte, autant que faire se peut, de la situation de l'entreprise. Mais surtout, nous avons malgré tout, vous avez compris à quoi servait la cotation, c'était dans un but de politique monétaire, dans un but de contrôle prudentiel des banques. Le reste, j'allais dire, ce que vous faites de votre cotation, puisque vous avez le droit de communiquer cette cotation à l'extérieur si vous le souhaitez, nous ne le faisons pas. Nous avons besoin, nous, Banque centrale, aujourd'hui, de connaître les fondamentaux du risque que prennent les banques lorsqu'elles accordent des crédits. À la fois, on a besoin d'avoir une information sur l'évolution globale du risque pour nous, Eurosystème, pour nous, Banque centrale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprécie le risque qui a été pris par les banques, il faut qu'on évalue ce risque qui est pris par les banques lorsqu'elles vont nous apporter du collatéral, lorsqu'elles vont nous apporter des garanties. On a besoin de connaître ce risque. Et dans le même temps, les banques ont besoin aussi de savoir ce qu'elles peuvent utiliser comme garantie, comme contrepartie pour se refinancer sur le marché. Donc, on a un besoin impératif de savoir exactement quel est le niveau de risque qui existe au niveau national, au niveau français, sur les entreprises, pour à la fois la Banque centrale savoir quel risque elle-même prend et savoir pour les entreprises, pour les banques, pardon, le risque qu'elles prennent. Alors, sachez… Oui, j'allais juste rebondir sur ce que tu allais dire. Aujourd'hui, quelle est la quote-part de la cotation de Banque de France par rapport à la note globale que donne une banque? Alors, ça, c'est un élément que nous ne connaissons pas précisément.
Par contre, je peux mesurer ça à l'envers et vous dire quelle est la part du collatéral, donc des crédits apportés par les banques en garantie qui s'appuient sur la cotation Banque de France. C'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt ça qui est intéressant de savoir, puisque aujourd'hui, très schématiquement, je vous parle d'ordre de grandeur. La cotation Banque de France entre dans à peu près 80% de l'appréciation du risque. C'est un ordre de grandeur vraiment, c'est à la louche. Hein. C'est vraiment à la louche, mais c'est 80% comment dire, de la note. C'est même pas de la note, c'est l'influence potentielle de la note de crédit. Alors, je reviens à l'envers, parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe. Aujourd'hui, lorsque une banque a besoin de monnaie banque centrale, elle s'adresse à nous, elle nous apporte du collatéral. Le collatéral que nous avons, nous, aujourd'hui, dans notre portefeuille, il est constitué à 17% de créances privées. 17%, c'est-à-dire un euro sur 6 prêté, c'est de la créance privée. Tout le reste, c'est de la créance souveraine. Créance souveraine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques nous apportent des titres d'État, des OAT, etc. Donc, c'est seulement 1 sur 6, 1 euro sur 6. Et à l'intérieur de ces 1 euro sur 6, la part de créances assises sur la cotation Banque de France, c'est 80%. Donc, on est aujourd'hui, c'est 70 à 80%, c'est un peu moins de 80%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 12%, entre 11 et 12% du risque utilisé par les banquiers qui est constitué par la cotation Banque de France. Après, sur la part de banque, enfin de cotation Banque de France dans la notation ou dans la cotation bancaire, honnêtement, je ne suis pas capable de le dire. Alors, ça m'amène à une autre remarque. Ça m'amène quand même à une autre remarque. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que les banques utilisaient la cotation Banque de France à 3 niveaux. Premier niveau, elles utilisent exclusivement la cotation Banque de France. Elles n'ont pas leur propre système de notation interne. Il va de soi que là, aujourd'hui, c'est ultra marginal. Il n'y a quasiment plus de banques qui n'utilisent que la cotation. Je crois que c'est moins de 5%. Les banques qui intègrent la cotation Banque de France dans leur propre système de notation interne. Je ne veux pas vous dire de chiffres parce que j'ai peur de me tromper, mais c'est moins d'un tiers. C'est moins d'un tiers. Et les banques qui, elles, ont leur propre système de notation interne, ce sont toutes les grandes banques nationales aujourd'hui, nationales et internationales françaises, qui vont utiliser la cotation Banque de France comme un système de benchmark, donc de référence. Elles vont avoir leur notation. L'entreprise A, elle lui attribue une note 1, par exemple, qui pourrait correspondre à notre 3++. Eh ben, si nous, on a coté 3, eh ben là, ils vont se poser la question, est-ce que c'est la banque qui se trompe ou est-ce que c'est la Banque de France qui se trompe? Et pourquoi? L'écart peut s'expliquer parce qu'ils vont prendre en considération des éléments qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que nous prendrions en compte. Mais sachez quand même néanmoins que lorsque le banquier va faire une analyse de risque, vous vous doutez bien que l'analyse de risque que le banquier va faire, elle n'est pas différente de celle que va faire la Banque de France. Ce n'est pas parce que la Banque de France a repris la cotation que les banques auraient arrêté, elles, de coter les entreprises, de coter les risques. À partir du moment où une banque attribue un crédit, elle va faire de toute manière sa propre analyse interne. Après, comme je vous ai dit, il y a de façon très marginale des banques qui vont utiliser la cotation Banque de France, mais c'est vraiment très marginal. Mais l'analyse bancaire qui est faite par la Banque de France, c'est une analyse qui est une analyse de risque qui est tout à fait comparable à celle que mène le monde bancaire. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait un écart. S'il y a un écart, c'est qu'il y a un biais d'information. S'il y a un biais d'information, le banquier
revoit la Banque de France ou la Banque de France. On a des contacts réguliers avec les banquiers. Vous vous doutez bien qu'on va analyser à ce moment-là la raison pour laquelle il peut y avoir des écarts sur des cotations, surtout des cotations dites éligibles, lorsque ce sont des cotations dites éligibles. Donc, la raison pour laquelle, effectivement, on a continué à coter et après, à partir du mois de septembre, c'est que de toute manière, nous, Banque de France, on a besoin de savoir ce qu'il en est au niveau du risque global. C'est que les banques, de toute manière, quelles que soient les circonstances, ne vont pas faire une analyse différente de la nôtre, peut-être même une analyse plus fine, plus précise et plus actualisée, pour la simple et bonne raison, c'est que elles ont les flux et elles connaissent les flux, et en ayant connaissance des flux, elles peuvent bien entendu pondérer, modérer leurs propres cotations internes, et d'où la nécessité aussi pour vous, chefs d'entreprise, de nous contacter, de répondre au questionnaire qui vous a été envoyé au mois de juin et d'essayer d'avoir, de nous apporter les informations dont nous avons besoin pour appréhender de façon peut-être un peu plus qualitative la cotation qui serait issue de la seule analyse des documents financiers. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à toutes et dans tous les cas, on y répondra ultérieurement, ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de questions aussi individuelles. Je vais essayer de regrouper toute une série de questions qui tournent autour de… Alors, moi, je t'interromps juste 2 secondes. Pour tous ceux qui ont des questions de nature individuelle, je répète, n'hésitez pas à prendre contact avec la Banque de France. On est là pour on n'est pas là pour détruire une entreprise, c'est pas du tout notre but. Notre cotation, c'est quelque chose d'objectif. À un instant T, la situation de l'entreprise, au moment où on va analyser l'entreprise, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Notre but, nous, c'est que l'économie marche le mieux possible. On n'a pas vocation à être cyclique avec le cycle. Au contraire, quand je vous dis, c'est la capacité de l'entreprise. Quand je vous parlais de la cotation à l'instant, tout à l'heure, je vous donnais comme définition la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements à un horizon de 1 à 3 ans. Rappelez-vous, c'est important ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie d'avoir une vision à travers le cycle. C'est bien sûr, aujourd'hui, il y a une situation qui est beaucoup plus difficile. Bien sûr, ça peut impacter la cotation, mais il y a des fondamentaux. Les entreprises qui se portaient bien avant peuvent tout à fait continuer à se comporter peut-être un peu moins bien, mais se comportent bien après. Donc, il n'y a pas de raison de dégrader fondamentalement la cotation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. La Banque de France est à votre disposition pour vous expliquer, pour échanger avec vous. Donc, je vous donne juste l'adresse mail à laquelle vous pourriez être amené à nous contacter. C'est TPME, très petite et moyenne entreprise, 83, tout attaché, TPME 83, @banque, BANQE, le tiré du 6, France.fr. TPME 83, banque-france.fr. Voilà. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Philippe. Non, mais c'est… Bon, il y a le contact direct à la Banque de France, il y aura les réponses en direct à ceux qui les ont posées et qu'on ne pourra pas répondre. Je vais essayer de te les regrouper pour faire court parce que l'heure tourne. Il y a des questions qui tournent aujourd'hui sur l'impact de PGE obtenu sur la future cotation. Est-ce qu'il y aura une incidence? Il va y avoir des reports d'échéance, etc. En gros, aujourd'hui, les entreprises qui sont allées solliciter l'UP, celles qui ont eu accès au PGE, quelle incidence éventuelle sur la cotation 2021? Alors, sur la cotation, sur l'analyse des bilans on va dire post-décembre 2019, donc à partir des arrêtés 2020, là, on va apprécier la solvabilité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est capable, avec les mesures qui ont été prises ou celles pour lesquelles elle s'est engagée en prenant un PGE, est-ce qu'avec ses ressources, les ressources qu'elle est en mesure de dégager ou qu'elle sera capable de dégager, est-ce qu'elle sera capable de rembourser? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on va mesurer cette solvabilité, lorsqu'on va essayer d'analyser la liquidité, on va regarder la rentabilité de l'entreprise, la rentabilité passée, bien entendu, la rentabilité à venir, dès lors que l'on a des informations sur cette rentabilité à venir. Ça ne va pas être très simple. J'en ai bien conscience, ça ne va pas être très simple, mais il y a un certain nombre il y a des niveaux de marge qui ne vont pas s'effondrer.
Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont une baisse d'activité, mais elles ont des reports de charges, elles ont bénéficié de l'activité partielle. Ça veut dire que, certes, l'excédent brut d'exploitation va être dégradé, mais pas au niveau que l'on pouvait craindre. Il y a une part importante de charges variables dans une entreprise. Il n'y a pas que des charges fixes, évidemment. Aujourd'hui, effectivement, il y a un élément qui pose problème, c'est le loyer. C'est l'élément essentiel aujourd'hui pour les entreprises. Après, pour le reste, les entreprises ont pu bénéficier de reports de charges fiscales et sociales. Elles peuvent bénéficier du report des échéances bancaires. Mais il va de soi que, il ne faut pas faire d'angélisme non plus, hein. Il va de soi qu'une entreprise qui ne se portait pas très bien avant la crise Covid, la crise Covid n'a pas arrangé la situation de l'entreprise, il va de soi qu'elle risque de voir sa cotation dégradée parce que même si elle a bénéficié d'un PGE, est-ce qu'elle aura la capacité à un horizon de 3 ans de commencer à rembourser son PGE, quand bien même elle bénéficierait encore d'une deuxième année de moratoire, entre guillemets? Là, la question peut se poser. C'est l'analyste qui va analyser ça et qui va déterminer si, oui ou non, on a de fortes présomptions que l'entreprise ait la capacité à rembourser ou pas. Si on estime qu'elle n'a pas la capacité à rembourser, il va de soi que la cotation intégrera cette faiblesse, cette incapacité potentielle de l'entreprise à rembourser ses échéances. Le but de la cotation n'est pas de faire plaisir. Le but de la cotation, c'est de mesurer le risque. Aujourd'hui, le risque, il y a un risque. Ce risque est réel. On a attendu pour coter parce que si on avait analysé le risque dès le début de la crise Covid, il va de soi que toutes les entreprises auraient été dégradées. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne seront pas dégradées en termes de cotation, tout simplement parce que les mesures qu'elles ont mises en place, les mesures dont elles ont bénéficié, vont leur permettre de traverser la crise et parce qu'elles avaient une situation financière ante-Covid qui était relativement satisfaisante. Je vais juste reprendre un chiffre. C'est vrai que je vous ai donné quelques chiffres ce matin, c'est peut-être trop, mais en période normale, il y a un peu moins d'une entreprise sur 5 qui, sur une campagne de cotation, voit sa cotation dégradée. Et il y a un peu plus d'une entreprise sur 5 qui, au sein d'une campagne de cotation, voit sa cotation améliorée. Donc ça, c'est en période normale. La seule référence que nous ayons aujourd'hui, c'est 2008. 2008, on a eu une crise également profonde. Au cours de cette année 2008, c'était une entreprise sur 4 qui a vu sa cotation dégradée. 1 sur 4. Vous voyez que ça n'a pas été le raz-de-marée que l'on pouvait craindre. Donc aujourd'hui, on manque encore de recul, bien entendu, sur la campagne de cotation, peut-être pas la campagne de cotation 2020, mais c'est celle que l'on va conduire en 2021 sur les arrêtés 2020, puisque c'est celle-ci qui va véritablement nous donner la mesure du risque, de l'aggravation globale du risque. Aujourd'hui, personne ne peut dire que la situation ne s'est pas dégradée. Et la cotation reflètera cette dégradation de la situation de risque, mais bien entendu, comme c'est une analyse à dire d'expert, il y a des éléments qualitatifs, favorisants, favorables, qui vont nous permettre d'éviter, de limiter une dégradation systématique de toutes les cotations. Philippe. Merci. Je sais que tu n'as pas la boule de cristal, mais tout à l'heure, tu as parlé de la fameuse cote 5+, qui parfois était un peu entre deux eaux. On a vu que dans le cadre de la première vague d'obtention des PGE, les 5+ étaient systématiquement écartés. Aujourd'hui, ils sont acceptés au niveau du PGE. Est-ce qu'on peut penser que à l'horizon 2021, la cote 5+ restera dans la partie des entreprises refinançables? Alors, t'as pas la boule de cristal, je sais. Effectivement, non, j'ai pas la boule de cristal. Non, par contre, il y a une chose, enfin, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que quand on analyse les bénéficiaires de PGE, on a aujourd'hui dans le département du Var environ 15 000. Retenez pas ces chiffres, je ne suis pas censé vous les donner. On a environ 15 000 bénéficiaires de PGE. Sur ces 15 000 bénéficiaires de PGE, il y en a environ 20% qui ont une cote dite significative.
Les autres sont cotés X0 ou des cotes non significatives parce que le PGE a aussi beaucoup concerné des très petites entreprises. Quand on analyse la répartition des cotes attribuées à ces bénéficiaires de PGE, jusqu'à la cote 5+, c'est 2/3 de bénéficiaires en nombre. Et ce n'est pas ces 2/3 qui m'intéressent, c'est à contrario, à partir de la cote 5 jusqu'à la cote P, puisque la cote dite P, c'est une cote de procédure judiciaire. Il y a des entreprises qui sont en procédure judiciaire qui ont bénéficié du PGE. C'est 1/3 des bénéficiaires de PGE pour lesquels on a une cote significative, 1/3 qui sont dans des situations financières difficiles, puisque coté 5 à P. Donc, il n'y a pas eu de crédit crunch aujourd'hui sur les entreprises qui étaient dans une situation difficile, mais pour lesquelles il y avait une potentialité de rebond. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le PGE, et on a pu l'entendre aussi par les médias, le PGE a eu aussi un peu, il faut être honnête, pour effet de retarder des échéances qui étaient inéluctables. Il y a certaines entreprises qui auraient dû normalement disparaître au cours de cette année 2020. C'est un peu machiavélique ce que je dis, mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt non plus. Il y a un certain nombre d'entreprises qui auraient dû disparaître en 2020, qui, ayant bénéficié du PGE, ont un souffle supplémentaire. Et c'est très bien parce que derrière, il y a effectivement des emplois, mais on ne va pas être darwinien non plus, ce n'est pas le but de cette réflexion. Mais les entreprises qui étaient dans des situations très difficiles avant le PGE, on peut comprendre que le banquier, dans un certain nombre de cas, très faibles, très très faibles, on peut comprendre que le banquier n'ait pas souhaité accompagner l'entreprise. Alors quand je vous dis très faible, ça veut dire qu'il y a moins de 3% aujourd'hui des entreprises qui ont demandé un PGE qui ne l'ont pas perçu. C'est extrêmement faible. Habituellement, les moyennes de satisfaction lorsqu'une entreprise demande un crédit à son banquier, c'est entre 75%. Lorsqu'une entreprise, une très petite entreprise demande un crédit de trésorerie en blanc, donc la situation la plus fragile, effectivement, donc la plus risquée, c'est 75% de réponse positive, à 95% lorsqu'une grande entreprise demande un crédit d'investissement avec toutes les garanties possibles. Donc, vous voyez qu'à 97% de taux de réponse positive, les banquiers ont joué le jeu, ce qui est un peu normal aussi, puisqu'elles ne prennent que 10% de risque. Mais elles prennent 10% de risque, avec une marge zéro pendant la première année, et seulement à partir de la deuxième année, elles vont commencer à toucher une très petite marge, puisque la marge sera constituée à la fois du coût du risque pris par l'État, entre 0,25 et 0,5%, et la marge à prix coûtant, ou à prix de marché, pardon, pas à prix coûtant, à prix de marché du banquier. D'autres questions, Philippe? Ah oui, beaucoup, sinon on va te garder jusqu'à midi. Mais non. J'ai dit qu'il y avait deux choses que je voulais dire, j'en ai dit qu'une pour l'instant. La deuxième, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. C'est pas que je veux pas vous le dire, mais on n'a pas de visibilité sur cette cote 5+, l'admission de cette cote 5+ au refinancement, à quelle échéance ça va changer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, excusez-moi l'expression, mais c'est open bar. Aujourd'hui, quand un banquier a besoin d'argent, il a suffisamment de créances, que ce soit des créances d'État, et je vous laisse imaginer qu'il va continuer à en avoir, ou des créances de nature privée, des créances commerciales privées, sur des risques d'entreprise, même côté 5+. Donc, il y a une tolérance aujourd'hui de la BCE et de la Banque centrale, la Banque de France, une tolérance au risque qui est plus forte, une acceptation du risque qui est plus forte que ça n'était le cas dans le passé. Notre but, bien entendu, ça n'est pas de casser la dynamique qui va se remettre en place, parce qu'on est sûr qu'on va sortir de cette situation de crise. Je ne dis pas que le plus facile est devant nous. Pour ceux qui ont pu entendre notre gouverneur parler, la situation la plus risquée est probablement à venir. Les difficultés, elles ne sont pas derrière nous, elles sont plutôt devant nous, difficultés économiques, financières et sociales. Pour autant, compte tenu de tout ça, aujourd'hui,
on est encore dans une tolérance et dans une acceptation du risque plus forte. Je ne vois pas, à très court terme en tout cas, de remise en cause de cette tolérance et de cette acceptation. Ok. Philippe. Non, mais on va conclure parce que je pense qu'on te fera passer des questions qui sont plus individuelles et on y répondra comme ça. Alors attends, je regarde parce qu'il y en a une qui vient d'arriver. Voilà, donc c'était un remerciement. Ben, écoute, je te remercie pour cette brillante intervention. Je donne rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 15 décembre prochain. On restera toujours sur la thématique liée à la crise Covid pour aborder l'accord de performance collective et l'accord d'activité partielle longue durée comme outil pour les entreprises. Je vous remercie et je remercie Christian Francoise. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous dis, on est à votre disposition. N'hésitez surtout pas. On est là pour vous accompagner. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée à tous, un très bon week-end et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci.